Bonsoir tout le monde. Donc il est 20h tout juste, donc réglé comme une horloge. Je suis là et je suis ravi de vous revoir cette semaine. Donc je vais partager avec vous quelques actualités me concernant et concernant ce qui j'espère maintenant suscite un intérêt de votre côté, mon odyssée dans l'IA et mon odyssée dans l'IA générative pour l'enseignement supérieur, pour le mémoire de fin d'études. Et puis évidemment, je vous parlerai de la manière dont on peut organiser le plan du mémoire et organiser son temps et son travail sur l'année. Bonsoir Mirella. Donc bonsoir. Je vais juste me mettre sur mon navigateur, sur la page Twitch pour voir combien on est en ce moment. Donc là, vous êtes seul pour l'instant, Mirella. On va attendre un petit peu que d'autres nous rejoignent, ce qui, je pense, ne devrait pas trop tarder. Enfin, j'espère. J'espère que le message que j'ai envoyé pour avertir du stream de ce soir est bien arrivé. Oui, bonsoir. Donc, je vois deux autres visiteurs. Enfin, bonsoir. Et donc pour info, donc c'est vrai que la semaine dernière, on m'a fait bonsoir Bloguscule. On m'a fait remarquer que j'aimais à me regarder dans l'écran. En fait, pour être très franc avec vous, sur mon navigateur, je vois le nombre de participants au live, ce que je ne vois pas lorsque j'ai autre chose sous les yeux, notamment le logiciel pour retransmettre. Et c'est toujours intéressant pour moi de savoir en temps réel combien on est tous ensemble, combien me rejoignent, combien sortent, à quel moment. Enfin, c'est toujours intéressant. Donc bienvenue, donc il y a encore un nouveau visiteur. bienvenue. Donc là, on est 5 à présent. Donc je vais pas tarder à commencer. Déjà, comment s'est passée votre semaine? Comme on n'est pas très nombreux, on peut commencer par là. Et je vous parlerai de la mienne sous peu. Bon, pas forcément de réaction. Bonsoir, nouveaux visiteurs ou nouvelles visiteuses, je ne sais pas. Donc, ma semaine en lien avec les sujets d'IA, bien sûr, a été bonne. Enfin, voilà, je ne peux pas dire mieux pour l'instant. Elle a été bonne en ceci que donc, j'ai continué les rencontres, les échanges avec des doyens ou des directeurs généraux d'école. Donc j'ai pu continuer à tâter le terrain sur ces questions d'IA générative dans l'enseignement supérieur et tâter le terrain à propos de... Bonsoir Jo Cocotte. Bonsoir assailli. Donc je suis assailli. Oula, fichtre. J'ai encore continué à échanger et je vais continuer un certain temps avec des personnes en position de décider d'aller dans une direction ou une autre sur des sujets notamment en lien avec l'IA et le mémoire de fin d'études. Et donc, je ne sais plus si la semaine dernière je vous avais dit donc, que j'avais rencontré, que j'avais échangé le matin lundi matin de la semaine dernière avec un DG d'école qui a mis en lumière une chose très intéressante, j'ai trouvé, à savoir son école n'est pas mûre pour l'IA encore. Et elle n'est pas mûre
pour une raison très simple, c'est qu'ils se rendent bien compte que l'intelligence artificielle aura des incidences sur à peu près toutes les activités de l'école, et compte tenu de ça, ils ne savent pas qui devrait être porteur de la chose. Et donc selon que c'est la direction des services informatiques, selon que c'est la direction de la pédagogie, la direction générale ou autre, eh bien, l'orientation que prendra l'IA ne sera pas la même. Et comme ils ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire de l'IA, ils comptent y aller parce qu'il faut bien, parce qu'on ne peut pas passer à côté. Ce serait comme passer à côté d'Internet ou de l'électricité. Donc comme ils savent qu'il faut y aller, ils s'interrogent. Et compte tenu de ça, il n'y a pas grand-chose à faire pour le moment, tant qu'ils se posent des questions. Ce qu'il m'a aussi dit, qui pour moi était très intéressant, c'est que tous les jours, il est contacté par des agences IA qui lui proposent des services d'IA. Et il me dit, c'est n'importe quoi. Et ça, je veux bien le croire. Je veux bien le croire parce que je vois beaucoup de personnes dans le monde de l'IA qui voient l'IA comme une fin en soi, les automatisations comme une fin en soi, et qui en fait se positionnent comme des automatiseurs quelque part, comme des Vaucanson pour ceux qui connaissent l'inventeur des automates, alors, grenoblois. S'il n'avait pas été grenoblois, j'aurais probablement pas su que c'était lui. Donc des inventeurs, des constructeurs d'automates, d'automatisation, mais sans forcément avoir une vision d'ensemble, ni une vision stratégique, ni une vraie compréhension de l'activité et du métier de l'école en l'occurrence, mais de l'entreprise, ou des entreprises auxquelles il s'adresse. Et compte tenu de ça, je suis convaincu d'une chose, et j'ai fait un post LinkedIn ce matin à ce propos, c'est que finalement avec l'IA, on est aujourd'hui dans une situation qui ressemble à celle de la ruée vers l'or. Alors soit version comique Charlie Chaplin, soit version plus tragique, et là on a d'autres types de films dans les westerns notamment. Et donc la ruée sur l'or, c'est-à-dire que ça coûte pas grand-chose d'aller explorer la rivière, d'aller conquérir un territoire et de poser ses marques, en gros, son claim, pour ceux qui lisent Lucky Luke, et de dire voilà, c'est à moi, et ensuite de creuser. Donc ça, c'est donné à tout le monde. Mais il n'est pas donné à tout le monde de trouver des pépites. Alors si, peut-être quelques éclats d'or éventuellement, quelques pépites, mais finalement, il n'est pas donné à tout le monde, il n'a pas été donné à tout le monde de faire fortune avec l'or. Quelques-uns seulement ont réussi, mais beaucoup se sont épuisés sur la recherche d'or. Et là, pour l'IA, moi j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça aussi, enfin un petit peu, même beaucoup, finalement, beaucoup d'entreprises qui se lancent dans l'IA parce que y a des choses à faire, donc il y a de l'opportunisme quelque part. C'est le nouvel Eldorado, et là au sens propre quelque part. Et à la fois, donc on parle d'une bulle éventuelle de l'IA. Et là, sur la bulle de l'IA, moi, ce que je me dis, c'est que s'il y a bulle, c'est probablement du côté de toutes ces petites agences, toutes ces entreprises qui poussent comme des champignons et qui offrent des services d'IA, là où les géants qui investissent massivement et dont on peut entendre dire qu'ils sont dans une bulle qui va éclater, à mon avis, ces géants sont exactement l'équivalent des pionniers, des entreprises pionnières du chemin de fer. C'est-à-dire, donc à la même époque, grosso modo, que la ruée vers l'or. Et je pense que c'est en ça que la métaphore est intéressante, c'est qu'on a deux phénomènes concomitants. Donc la ruée vers l'or d'un côté avec des tas de petits qui
qui espèrent faire fortune, et puis le chemin de fer avec quelques géants qui construisent les infrastructures tangibles qui ont coûté énormément d'argent, qui en ont rapporté beaucoup et qui sont toujours là. Alors, moyennant de la maintenance, moyennant, bonsoir Rachel, moyennant des investissements d'entretien, de renouvellement, etc. Mais on a des choses tangibles. Et donc ce DG d'école est contacté tous les jours par de nouvelles agences qui ont des services à proposer. Donc de nouveaux prospecteurs d'or, quelque part. De mon point de vue, la plupart de ces prospecteurs vont disparaître assez rapidement. Probablement, moi j'imagine, à une échéance de 2-3 ans max, peut-être même avant. Pour ma part, j'espère que ce ne sera pas mon cas. C'est-à-dire que j'espère que l'entreprise que je m'apprête à fonder avec l'une d'entre vous ici, qui peut se dévoiler si elle le souhaite, et avec un ancien doctorant à moi qui est aux États-Unis, j'espère que cette entreprise, lorsqu'elle sera créée, pourra être suffisamment solide, suffisamment crédible pour résister à cette vague, à cette ruée vers l'or infructueuse pour la plupart. Donc ça, c'était une rencontre qui avait été très, très instructive, un peu démoralisante sur le coup, je dois dire, quand vous entendez finalement que les écoles ne sont pas prêtes, en tout cas certaines ne sont pas prêtes, qu'ils se posent des questions tout à fait légitimes, mais qui sont aussi tellement sollicitées qu'il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol de l'IA avant même que ça ait commencé. Il y a de quoi se poser des questions. Il y a de quoi avoir quelques inquiétudes pour soi quand on veut en faire son métier. À côté de ça, donc j'avais rencontré une DGA d'une autre école qui me disait, bon, le mémoire, c'est vrai que c'est le sujet chaud du moment, partout. Bon, ça, je le savais. Enfin, je l'avais anticipé. Je l'avais anticipé, bon, aucun mérite. J'ai passé 20 ans dans l'enseignement supérieur, j'ai vu comment ça marchait, j'ai vu quels problèmes ça posait, et j'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard aujourd'hui, donc ça ne me surprend pas du tout. Ça prouve quelque part que j'ai pas mal compris comment fonctionne l'enseignement supérieur. Et donc elle me disait, le mémoire c'est un vrai sujet, ceci étant, c'est un sujet très inflammable pour les profs, donc un outil comme le tien, à mon avis, c'est pas sur le mémoire de master qu'il aura du succès. Elle me disait en revanche, sur les rapports de stage, oui, sur les mémoires de licence ou de bachelor, oui. Sur ces types de travaux, tous les directeurs de programme peinent à trouver des profs pour évaluer. Donc un outil comme le tien pourra rendre bien des services. Alors que sur le mémoire de master, donc je disais c'est un sujet inflammable, c'est-à-dire que on est face à un paradoxe qui est que d'un côté, les profs, les enseignants-chercheurs ne veulent pas entendre parler d'IA et estiment que l'évaluation, c'est leur dernier bastion, quelque part, ou c'est quelque chose qui ne peut pas être délégué. C'est même pas qu'ils ont peur qu'on leur prenne leur métier, leur travail. Non, il y a une résistance quasi ontologique à l'IA. Et à la fois, les mêmes rechignent à encadrer ou évaluer des mémoires. Donc quelque part, on est sur de la position de principe, sur de la posture. Mais il n'y a finalement rien de pire que les postures, parce que c'est finalement très dogmatique. Donc elle me disait, sujet hautement inflammable, mais sur à la fois le rapport de stage, le mémoire de licence ou bachelor et le chatbot socratique, là il doit y avoir matière.
j'ai aussi évoqué un outil que j'ai pas encore conçu, construit, non, qui aura aussi son intérêt, qui vise à évaluer les syllabies pour un même programme, de sorte à éviter des redondances d'un cours sur l'autre, éviter qu'un prof se fasse plaisir sur un cours sans tenir compte des objectifs du programme, sans tenir compte de ce dont les étudiants ont vraiment besoin, ou pour éviter qu'un même prof fasse des économies d'échelle en recyclant abusivement un même cours. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais repéré sur un précédent poste. Un étudiant un jour me contacte me disant « Monsieur, depuis que je suis à l'école, ça fait 3 ans, j'ai eu 3 années de suite le même prof sur le même cours et il nous a fait exactement le même cours avec les mêmes diapos, les mêmes exercices. Est-ce que c'est normal ?» La réponse était « Non, c'est pas normal. » Et ça m'a alerté à l'époque sur le fait qu'on avait quand même un certain nombre de profs qui faisaient des économies d'échelle et ne cherchaient pas à comprendre véritablement les spécificités de tel ou tel programme dans lequel ils interviennent. Et les directeurs de programme, tous les directeurs pédagogiques, sont quelque part dépassés à la fois par le fait qu'ils ne maîtrisent pas, et c'est normal, tous les sujets, donc ils ne sont pas en mesure d'évaluer la qualité de tous les syllabies qui leur sont soumis, mais aussi ils en ont tellement à évaluer, à valider, qu'à un moment ils sont dépassés. Et donc moi je m'apprête à me mettre à un outil qui permettra de faire ça. Et donc la DGA que j'ai rencontrée la semaine dernière estimait que c'était quelque chose qui aurait vraiment de l'intérêt, qui aurait de l'avenir. Et j'ai appris la même semaine dans une université américaine, un prof avait conçu un outil comme celui-ci pour son université qui marchait probablement pas trop mal. Donc ça veut dire qu'il y a effectivement quelque chose à faire. Ça, c'était encourageant, j'ai trouvé, même si tout mis bout à bout me fait me dire bon, ça va être un peu poussif au démarrage. En revanche, ce qui ressort aussi, c'est que si les grandes écoles sont réticentes à aller vers l'IA aujourd'hui, je suis convaincu, et ça m'a été confirmé aujourd'hui, je vais vous en dire quelques mots, je suis convaincu que les centres de formation, type école dite RNCP, les centres de formation professionnelle, qui ont des tas de choses à évaluer, auront un vrai besoin. Alors, je ne vous cache pas que j'espérais pouvoir me dispenser d'aller chasser sur ces terres, parce qu'à la fois ce sont de petits établissements, donc avec assez peu d'apprenants, ce qui veut dire qu'en gros, les coûts fixes sont les mêmes que pour de grandes écoles, pour peu d'étudiants, peu d'apprenants, donc quelque part beaucoup d'énergie pour un retour financier pas extraordinaire. Ce qui peut faire l'intérêt, c'est la multiplication de ces établissements. Donc ils sont très nombreux. Ils sont près de 2000 en France. Moi, ce week-end, j'ai pu dresser une liste sur laquelle j'en ai identifié à peu près 1400, mais ils n'y sont pas tous. Donc 1400 clairement identifiés, à peu près 500 pas encore vraiment identifiés. Et donc voilà, je voulais éviter d'aller chasser sur ce territoire-là. Je serai amené à le faire. Bon, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais enfin, je serai amené à le faire. J'espérais quelque part que, en passant par les grandes écoles, il y aurait ensuite un effet mimétique du côté de plus petites écoles qui, pour avoir l'air d'une grande, feraient comme les autres et iraient sur les mêmes outils. Et ça me fait penser à une
très vieille pub pour la Renault Clio, donc qui a 30 ans à peu près, hein. Elle a tout d'une grande. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Vous avez un émir qui a un fils qui s'achète une Clio et donc l'émir s'émeut de voir une si petite voiture plutôt qu'une grosse limousine et le fils lui dit mais elle a tout d'une grande. Et donc c'est un peu le syndrome qu'on peut retrouver dans ces petites écoles. Elles prétendent avoir tout d'une grande. Donc moi je misais là-dessus et je vais devoir changer mon fusil d'épaule. Mais j'ai quelque chose qui pourrait être prometteur et qui date d'aujourd'hui, donc c'est tout frais, hein. Aujourd'hui je déjeunais avec une amie avec qui je travaille sur un ouvrage, donc quelqu'un que vous voyez peut-être à la télé, que vous entendez peut-être à la radio, qui s'appelle Anne Coffinier, qui travaille sur les questions d'éducation, qui a fondé... qui a créé la Fondation pour l'école et plus récemment, donc c'était en 2005 je crois, la Fondation Kairos, dont le président est Xavier Darcos, ancien ministre de l'Éducation nationale. Et donc on déjeunait ensemble ce midi et je lui disais où j'en étais, je lui parlais de mes projets et outils d'IA. Et donc elle me dit, écoutez, il faut absolument que vous rencontriez un tel et un tel. Eux, ça va les intéresser. Et elle me disait, moi-même, avec la Fondation Kairos, je suis confronté à ce problème d'évaluation. On a des tonnes de choses à évaluer. On n'a pas assez de bras pour le faire. J'ai des amis qui évaluent de manière quasi bénévole, mais pour moi, et ils vont pas faire ça 10 ans, donc structurellement, c'est pas tenable. Des outils comme les vôtres, oui, ça va être super utile. Et elle me disait, et là, les deux personnes en question, que je vous invite à rencontrer, peuvent être des super prescripteurs. Donc, si je peux passer par de super prescripteurs, ben, ce sera parfait, parce que à ce moment-là, eh bien, je n'aurai pas besoin d'aller faire de la prospection directe auprès des petites écoles. Donc ce seront sans doute elles qui viendront à moi. Et ça, ce sera effectivement pas du luxe. Donc ça, c'était une chose très agréable qui date d'aujourd'hui, hein, donc c'est tout frais, hein. Vous êtes vraiment les premiers à avoir cette info, cette actualité. Et toujours sur aujourd'hui, deux autres échanges, l'un avec la personne en charge des projets d'IA dans une école et l'autre qui est doyenne du corps professoral depuis 2 semaines dans une autre école. Donc la première, je ne la connaissais pas, mais j'ai été mis en contact avec elle. La deuxième, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Comme quoi, hein, ça fait du bien d'être un vétéran de la profession. Et donc celle que j'ai rencontrée téléphoniquement pour la première fois ce matin était exactement sur la même longueur d'onde que moi, sur les sujets d'IA, du mémoire de fin d'études, des études supérieures, du rôle de l'enseignant, du rôle de la recherche, etc. Mais donc on était sur les longueurs d'onde, simplement... Eh bien, elle a commencé à développer des outils en interne. Donc, quelque part, il n'y aura pas forcément besoin de mes outils. En revanche, elle était très contente d'avoir un interlocuteur qui parle la même langue qu'elle et qui s'intéresse au même sujet et qui n'est pas d'approche de principe ou de posture. Et qui n'est pas non plus une illusion de compétence sur le sujet, comme c'est souvent le cas chez les enseignants-chercheurs qui, en ayant lu des travaux théoriques sur le sujet, pensent bien connaître. Et souvent ont un regard très critique. Donc ça, c'était très intéressant. Et cet après-midi, donc quelqu'un que je connais depuis 20 ans et qui est donc depuis 2 semaines doyenne du corps professoral de l'école dans laquelle elle travaille, elle me disait que oui, chez eux, et l'IA et le mémoire, ce sont les sujets brûlants du moment et ils n'ont pas les compétences en interne pour le traiter.
Et effectivement, donc, elle devrait faire appel à moi probablement début 2026, là on est quasiment à la fin 2025, pour intervenir auprès du corps professoral, pour les former à l'IA, auprès des étudiants pour les sensibiliser à de bons usages, pour éventuellement aider l'école à définir une politique en matière d'IA, et j'espère aussi à un moment pouvoir déployer quelques outils, histoire quand même qu'ils servent. Voilà. Donc ça, c'était très très encourageant. Donc tout ça, vous voyez, c'est lié à ce que je disais tout à l'heure. Donc ça va être poussif, ça va être long, mais bon, on va y arriver. Je pense que je vais y arriver. Et autre chose qui était très intéressant, donc cette semaine, la semaine dernière, je suis intervenu à la fac de Rouen auprès d'étudiants de master pendant 2h30 pour parler de recherche et pour parler d'IA. Et donc je passais un très bon moment, c'était sympa comme tout. Et ce que j'ai vu, c'est que en fait, la connaissance ou la compréhension qu'ils ont de l'IA est très légère, très superficielle. Et ça me surprend toujours parce que, à force de fréquenter des gens dont c'est le métier ou dont c'est le centre d'intérêt principal du moment, j'arrive plus à me rendre compte finalement de ce qui est connu, ce qui l'est moins, ce qui est maîtrisé, ce qui ne l'est pas. Et là, donc, je me suis rendu compte que lorsque je posais les fondamentaux, je faisais bien de le faire parce que les fondamentaux n'étaient pas du tout connus et encore moins maîtrisés forcément. Mais tout ça, en fait, me conforte dans l'intuition qu'il y a en fait un énorme fossé entre les utilisateurs avancés, les entrepreneurs de l'IA, et, on va dire, le monde réel, quelque part. Puisque l'IA, c'est une sorte de monde virtuel. Hein. Et le monde réel des entreprises, des écoles, du service public, où finalement, l'IA, on en entend parler, on s'y intéresse plus ou moins, on sent qu'il va falloir s'y mettre à un moment ou à un autre, mais sans savoir ni pourquoi ni comment, et où finalement on a des inquiétudes. Donc sur les inquiétudes, évidemment, moi j'ai pas de doute, mais sur le fait que c'est aussi peu compris, je suis surpris. Voilà, vraiment. Alors ça peut paraître paradoxal ce que je dis, mais j'étais vraiment surpris de voir combien mon intervention a pu être intéressante et utile. Et je dis ça sans faire de fausse modestie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on parle de quelque chose sans savoir si ça va prendre, sans savoir si c'est suffisamment bon pour l'audience ciblée, et il se trouve que là, ça l'était, et pour une audience qui découvre. Donc ça, c'était donc effectivement pour cette semaine. Et puis, je vais m'arrêter là ensuite. Et puis, deux autres petites choses. L'une, j'ai échangé avec un autre collègue qui... je vais pas donner ses caractéristiques parce qu'on pourrait le reconnaître. Avec un collègue, pareil, que je connais depuis 20 ans, et qui est directeur de la recherche d'une école, et pour lui donner mon actualité finalement du moment, et lui dire où j'en étais, et pour aussi voir ce qu'il en pensait. Et donc il m'a mis en contact avec d'autres personnes qui sont sur des postes de direction dans d'autres écoles où j'avais pas de clé d'entrée, et donc ça devrait donner lieu à des rencontres. Donc ça c'était donc encore une chose. Et puis la dernière chose de cette semaine, j'ai commencé
j'ai été sollicité par quelqu'un qui a monté une formation pour cadres dirigeants, une formation à l'IA pour cadres dirigeants, et qui m'a demandé de la rejoindre en tant que participant pour l'auditer de l'intérieur et lui faire des retours sur ce qui marche bien, sur ce qui marche moins bien, et pour voir aussi comment on peut établir des ponts entre ce qu'elle fait pour les cadres dirigeants et l'enseignement supérieur, donc les jeunes dont certains seront les dirigeants de demain. C'est une formation qui, en ordinaire, est super coûteuse, et là, donc, qui m'est offerte parce que j'y suis non pas de manière alors je vais dire consommatrice, mais les autres participants ne sont pas des consommateurs, mais je n'y suis pas spécifiquement pour me former à quelque chose de nouveau, mais pour auditer. Et ça, c'était très intéressant. Ça a commencé vendredi soir, et donc là, ça va être sur 8 ou 9 semaines, je ne me souviens plus exactement. Un peu intense, mais ça promet d'être bien, et avec de belles rencontres en perspective. Donc vendredi soir, on était une quinzaine, et sur la quinzaine, des cadres supérieurs de très haut niveau, de différentes entreprises un petit peu partout dans le monde. Donc j'espère que là aussi, ça va continuer à alimenter le réseau, que je construis, que je tisse autour de l'IA. Donc ça c'était donc pour la semaine. Et puis une dernière petite chose qui concerne la semaine qui commence aujourd'hui. Donc vous ne savez peut-être pas, parce que je ne pense pas vous l'avoir dit. J'ai commencé début septembre, non, mi-septembre, une formation au marketing digital, en gros sur les réseaux sociaux. Donc l'utilisation, pas seulement technique, mais on va dire l'utilisation professionnelle d'Instagram et TikTok. Et demain matin à 8h, j'ai le jury d'évaluation de cette certification. Donc j'ai aussi travaillé dessus, j'ai encore peaufiné ce matin mon oral pour demain. Donc c'est rigolo de se dire que tiens, je me retrouve à nouveau dans la peau d'un jeune ou moins jeune qui va passer un examen, une soutenance. Ça me fait sourire. Donc ça, ce sera pour demain, et je vous raconterai la semaine prochaine ce que ça a donné. Alors, le sujet du jour, donc, c'est comment organiser le plan et le travail du mémoire sur la durée de celui-ci. Alors, je vais commencer par le plan. En fait, je vais évoquer 3 choses. Je vais évoquer le plan, qui devrait aller assez vite. Ensuite, je vais évoquer, et là ce sera beaucoup plus long, l'organisation du travail sur la durée du mémoire, donc en gros entre 6 et 12 mois selon le programme. Et ensuite, je vais parler des interactions avec le superviseur, avec le tuteur de mémoire, et quand ces interactions sont particulièrement nécessaires, quel que soit le type de superviseur, qu'on ait un superviseur distant, directif ou disponible. Donc quelque chose que j'ai évoqué ces dernières semaines. Alors sur le plan. Bon, le plan, c'est pas très compliqué. Dit comme ça peut paraître surprenant. Le plan, c'est pas très compliqué, alors même que c'est la chose sur laquelle les étudiants butent au départ, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de mystification du plan. Il y a des fantasmes, le plan c'est compliqué, et donc l'une des premières choses qu'ils font
lorsqu'il commence le mémoire, c'est de travailler sur un plan. Comme on travaille sur un plan de disserte. En fait, c'est ça l'enjeu. Hein. Et c'est rigolo parce que, enfin, c'est rigolo de mon point de vue, c'est ironique en tout cas, parce que il se pose finalement les mêmes questions sur le plan que sur la question de recherche ou la problématique. C'est-à-dire que, comme je vous disais les fois passées, dans le mémoire, eh bien, l'enjeu est de rester autant que possible naïf face à ce qu'on va trouver et de ne surtout pas chercher à raisonner par enjeu et s'assurer qu'on a bien brossé tous les enjeux comme on ferait dans une bonne disserte. Et pour le plan, c'est pareil. C'est-à-dire que le plan de la disserte est quelque chose de contingent presque au sujet, voire à la discipline, tandis que le plan du mémoire, il est relativement standard, étonnamment. Donc le plan du mémoire, c'est très simple, et je vous invite à en dévier le moins possible. C'est très simple, donc en gros, ça va être 4 grandes parties, avec une introduction et une conclusion. Alors, et je consacrerai un live plus spécifique au contenu, enfin au plan, au contenu de chacune de ces parties. Mais en gros, donc une introduction tout d'abord, qui n'a pas besoin d'être forcément très longue. L'introduction, elle est là pour véritablement, alors désolé pour le truisme, elle est là pour introduire. C'est-à-dire que l'introduction, elle montre le triple intérêt que représente le sujet, donc l'intérêt pour vous, l'intérêt pour la société et l'intérêt pour la recherche. L'introduction montre également votre question de recherche et elle la justifie, ainsi qu'elle montre aussi le cadre théorique, les hypothèses que vous formulez si vous en avez, ainsi que, en quelques mots, la nature des données dont vous aurez besoin et, dans les grandes lignes, le type de méthodologie que vous allez employer pour collecter et traiter les données. L'introduction également mentionne les contributions attendues, donc les conclusions attendues et les contributions à la connaissance, puis l'annonce du plan. Tout ça, ça fait, dans un mémoire de fin d'études, en gros 7 paragraphes. Alors c'est vrai que ça peut paraître très cadré, mais en gros 7 paragraphes, ça doit faire à peu près 300 mots, guère plus. Ensuite, on a le premier chapitre, qui est le chapitre de revue de littérature et cadre théorique. Donc la revue de littérature, enfin ce chapitre, dans le mémoire, doit faire environ 4000 mots. Et sa vocation, comme j'ai déjà dit les fois passées, j'y reviendrai sur d'autres streams, la vocation de la revue de littérature, c'est de dresser un état des lieux de la connaissance sur le sujet et un état des lieux des débats académiques sur le sujet. Donc l'état des lieux des connaissances, c'est pas de nous dire un tel dit que, un tel dit que, un tel dit que, ça on s'en fiche, mais c'est de nous montrer ce qu'on connaît sur le sujet, ce qui reste encore à découvrir, quels sont les grands courants de pensée qui existent, comment ils se positionnent les uns par rapport aux autres, et ça nous amène vers le débat, c'est-à-dire sur quoi la recherche, sur quoi il y a consensus en recherche, et sur quoi il y a débat en recherche, et compte tenu de tout ça, où est-ce que vous voulez vous positionner? Et donc en gros, la revue de littérature, pour faire simple, elle consiste en 3 grandes parties. La première, état des lieux de la connaissance. La deuxième, l'état des débats. La troisième, le cadre théorique et ou les hypothèses que vous allez développer et tester. Donc le cadre théorique, ça on en a déjà parlé, mais j'y reviendrai encore dans un live
plus tard, le cadre théorique, ça va être les lunettes ou la grille de lecture du matériau empirique que vous allez employer tout au long du mémoire. Et ce cadre théorique, il doit découler de la littérature. Donc je ne vais pas parler plus avant du cadre théorique ici, parce que ce n'est pas l'objet de ce soir, mais c'est donc sur cette revue de littérature d'environ 4000 mots. 1. État des lieux de la connaissance, 2. État des débats, 3. Cadre théorique et hypothèse. Ensuite, deuxième chapitre, données et méthodologie. Là, le chapitre doit faire environ 3000 mots. Et c'est un chapitre, alors pour moi, particulièrement important et souvent insuffisant dans les travaux d'étudiants, alors que, paradoxalement, c'est aussi probablement l'un des plus faciles à rédiger. Donc le chapitre méthodologique, c'est le chapitre dans lequel on est complètement transparent sur le protocole qu'on a mis en place pour collecter et traiter les données. Donc, dans ce chapitre d'environ 3000 mots, on clarifie quelles sont les données qu'on a collectées, comment on a choisi ces données-là, quels étaient les critères d'inclusion, les critères d'exclusion, pourquoi, ensuite, comment on les a collectées, donc par quel protocole de collecte, quels outils on a employés, ensuite comment on les a traités, donc qu'est-ce qu'on en a fait. Donc j'aime pas le terme analyse parce que je sais pas ce que ça veut dire analyse. Donc comment on les a traités, qu'est-ce qu'on a tiré, voilà, et ensuite comment on restitue les résultats. Donc il ne s'agit pas d'entrer dans le fond à ce stade du travail des résultats, mais en gros comment de la constitution du matériau empirique, du corpus empirique, à la restitution des résultats, on a procédé. Et là, en gros, c'est pour moi un chapitre qui est très facile à rédiger, dans la mesure où, s'il y a bien une chose que vous, en tant qu'auteur, vous maîtrisez, plus que n'importe qui d'autre, c'est ce que vous avez fait et comment vous l'avez fait. Et là, il suffit de raconter étape par étape l'histoire du processus que vous avez suivi. Donc un chapitre qui n'est pas spécialement long a priori à rédiger, mais qui est très 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 important. Donc dans le mémoire, ce chapitre de méthodologie, grosso modo, est constitué de 2-3 grandes parties. La première sur les données collectées, donc quelles données ont été collectées. La deuxième, comment elles l'ont été. Et la troisième, comment elles ont été traitées. Jusque-là, rien de vraiment nouveau. Rien de contradictoire ou d'incohérent avec ce que j'ai dit il y a quelques minutes. Ensuite, chapitre 3, les résultats. Donc chapitre de résultats empiriques. Ce chapitre peut représenter une partie significative du mémoire, donc en gros environ 7000 mots. Ça peut être un peu plus, mais si c'est moins, ça risque d'être un peu léger. Donc environ 7000 mots. Et là, donc il n'y a pas... Alors ce qui est important, c'est que dans le chapitre empirique, il n'y a pas, a priori, de structure type. C'est probablement le seul chapitre dont la structure est contingente au matériau empirique qui a été collecté. En revanche, et ça j'y reviendrai plus tard dans un autre stream, ce qui sera important, c'est que ce chapitre empirique, enfin de résultats, suive une structure aussi proche que possible de celle du cadre théorique, c'est-à-dire de la grille de lecture que vous avez employée pour appréhender vos données. Donc je vais pas m'étendre dessus aujourd'hui, j'y viendrai une autre fois. Ensuite, une fois qu'on a produit les résultats, l'histoire n'est pas finie. Le mémoire n'est pas fini. Il y a un chapitre très important, le chapitre 4, qui est celui de la discussion.
Donc ce chapitre de discussion, en gros, fait environ 3000 mots, ça peut être 2-3 000 mots, dans lequel on met en évidence finalement les contributions du travail, les apports, mais on ne fait pas que ça, c'est-à-dire que non seulement on met en avant les contributions de l'étude, mais surtout, avant ça, on reformule les principaux résultats dans des termes plus conceptuels. Et là, il y a un terme que vous verrez beaucoup et que j'aime pas, le terme de généralisation. Donc on généralise. Moi, j'aurais envie de dire, et c'est un néologisme, et je vous prie de m'en excuser, mais j'ai pas trouvé mieux. L'idée, c'est pas de généraliser, l'idée, c'est de donner une histoire générique, donc d'utiliser des termes, des concepts génériques, donc de génériciser. La généricisation. Donc ça, c'est le terme que moi j'emploie, qui est un peu différent de la généralisation, où la généralisation, comment dire, on ne pose pas de limite quelque part. En général, on peut dresser des amalgames, on tend vers une loi universelle, tandis qu'avec la généricisation, je dirais qu'il y a une sorte de rigueur intellectuelle probablement plus forte, dans la mesure où on s'emploie à poser des concepts communément admis pour raconter une histoire qui autrement est ancrée dans un contexte empirique donné. Mais cette histoire pouvant être audible au-delà. Et c'est tout l'enjeu de la généricisation, de sorte que d'autres personnes que celles qui sont directement concernées par votre matériau empirique puissent s'y reconnaître, se dire bah oui, ça, ce sont mes problématiques. Donc la première partie de ce chapitre de discussion doit permettre une généricisation, pour ne pas dire généralisation, des résultats. Suivi, comme je disais, des contributions de l'étude. Donc je ne reviens pas à ce stade sur les contributions, sur leur nature, sur leur importance, j'en ai parlé plus tard, j'en ai parlé il y a quelques temps, j'y reviendrai dans un prochain stream probablement. Et là, donc, la structure est assez simple, donc 2 parties, généricisation d'abord, contribution de l'étude ensuite. Sur la généricisation, vous avez une proposition de synthèse des observations, ensuite une reformulation des propositions avec des concepts génériques, puis une comparaison des propositions avec la revue littérature, pour déterminer dans quelle mesure vous apportez des choses ou dans quelle mesure vous confirmez ce qu'on sait déjà. Ensuite, et c'est très important, je trouve, indiquer finalement en quoi le matériau empirique étudié est spécifique ou bien représentatif de quelque chose. Et de quoi il peut être représentatif. C'est-à-dire, et ça mène au point suivant, donc la cinquième partie, ou la cinquième sous-partie de la généricisation, dans quelle mesure, à quelles conditions, dans quel contexte, les conclusions que vous tirez peuvent-elles s'appliquer au-delà de votre cas. Donc qu'est-ce qui est spécifique, qu'est-ce qui ne l'est pas à ce cas, et donc jusqu'où finalement vos conclusions, vos observations tiennent. Et donc après, deuxième partie, les contributions de l'étude. Donc je ne reviens pas dessus, j'en ai parlé déjà abondamment les fois dernières. Et après ça, une conclusion. Donc la conclusion, ça n'a pas besoin d'être long. Donc la conclusion, c'est maximum 2000 mots pour le mémoire. Et 2000, ça me paraît même beaucoup, ça peut même être beaucoup plus court. La conclusion, elle est là pour vraiment clore le débat. Et la conclusion, donc, constituée grosso modo de 4 grandes parties. Tout d'abord,
résumé du document à partir de la question de recherche, réponse qu'on a obtenue, ça fait un paragraphe, puis les contributions, 1 ou 2 paragraphes, ensuite les contributions sociétales, 1 ou 2 paragraphes, les recherches ultérieures, 1 paragraphe. Donc en gros de 4 à 8 paragraphes pour la conclusion. Donc vous voyez, quand je dis 2000 mots, c'est très très large, hein. Mais c'est vraiment un max. Et puis une fois qu'on a ça, eh ben, on est bon. On a donc son mémoire. Donc le plan du mémoire n'est pas spécialement sorcier finalement. Donc je vais juste partager avec vous mon écran rapidement pour que vous voyiez la chose. Donc là c'est tiré de mon bouquin de méthodologie du mémoire et de la thèse professionnelle, donc qui date un petit peu, qui est sorti il y a 8 ans maintenant chez Ellipse, qui à mon avis n'a pas pris une ride. Donc là oubliez la thèse, hein. Regardez juste le mémoire de fin d'études. Donc le mémoire de fin d'études, donc je vous dis l'introduction 1000 mots, revue de littérature, méthodologie, etc. Et donc pour un total d'environ 20 000 mots. Donc ça c'est sur le plan, qui en fait n'a rien de sorcier, hein, et vous pouvez l'appliquer à tous les sujets, sans distinction. Donc réfléchir au plan, très rapide, c'est l'affaire de quelques heures au grand max, finalement, de savoir comment on va structurer la chose. Et tout l'enjeu sera après de savoir comment on remplit les différentes parties de ce plan. Et comment on organise le temps de travail du mémoire, sur le mémoire, autour de ces questions et de ces différentes sections. Et c'est là donc, que je passe à la deuxième dimension de ce que je voulais évoquer ce soir avec vous, à savoir comment organiser le temps. Et donc, comment organiser le temps, ce sur quoi je voudrais insister, c'est sur le fait que donc, le mémoire, c'est un travail de longue haleine. En tant que tel, donc il s'inscrit, alors selon où vous êtes, hein, il s'inscrit sur une période qui peut s'étaler de 6 à 12 mois. En règle générale, le plus souvent, on est entre 9 et 12 ans. Mais il n'est pas rare non plus qu'on soit plutôt sur 6. Donc, je vais quand même partir de l'idée qu'on est sur une année complète, qui commence grosso modo en septembre-octobre et qui se termine en septembre-octobre de l'année suivante. C'est le cas de figure le plus couramment rencontré. Et donc je vais vous parler sur ce fondement-là. Et pour vous en parler, je vais commencer par la fin. Donc en gros, je vais vous faire le rétro-planning du mémoire. Parce que si je commence par le début, finalement, on ne se rendra pas bien compte de pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça. Donc le mémoire, tout termine par la soutenance, la délivrance. Donc la soutenance, en règle générale, se fait en octobre. Alors dans certains cas, ça peut être septembre, dans d'autres novembre, mais grosso modo, c'est au mois d'octobre. Avant la soutenance, il y a le dépôt. Donc le dépôt du mémoire, en règle générale, c'est septembre. Souvent début septembre, première semaine de septembre. Donc tout le travail de l'année doit être organisé autour de ça, autour de cette échéance qui est non négociable. À partir de là, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que il faut qu'on soit au clair sur quand on aura une version qui tient la route. Donc il faut que la version, que le mémoire soit prêt pour fin août du coup, mais pour qu'il soit prêt sur fin août, ce qu'il faut, c'est qu'on ait déjà avant une version éditée,
corrigé, relu et corrigé. Et la relecture et la correction du mémoire, c'est quelque chose qui prend du temps. Moi, quand je faisais ma thèse, mon directeur de thèse me disait il faut 3 mois pour faire ce travail. Et il disait tous les doctorants, tous les étudiants sous-estiment ce travail. Moi, 3 mois, c'est vrai que ça me paraissait beaucoup. Je l'ai fait je pense que j'ai dû le faire en 2 ou 3 semaines. Et malgré tout, il restait encore des coquilles, il y avait plein de choses qui n'avaient pas été suffisamment bien faites. Et donc mon directeur de thèse m'avait dit, bon, je t'avais pas menti. Effectivement. Et donc tout ça pour dire que sur le mémoire de fin d'études, il faut compter 2 bonnes semaines. Ça veut dire qu'il faut que le mémoire soit fini au plus tard, pour la mi-août, de sorte à avoir 2 semaines pour pouvoir le relire, le corriger et soumettre un document propre à la fin de l'été. Mais, attention, il faut aussi que cette version ait été validée par le tuteur. Et donc, si on veut avoir une version qu'on puisse corriger à partir de la mi-août, il faut que le tuteur ait eu le mémoire suffisamment tôt. Donc en gros, il faut tenir compte de ce que je vous racontais sur d'autres streams, à savoir le fait que en août, les tuteurs sont pour la plupart en vacances, donc sont peu susceptibles de faire des retours, et en juillet sont en conférence. Donc grosso modo, ça veut dire que si vous voulez espérer avoir un retour sur le mémoire qui vous permette de consacrer les 2 dernières semaines d'août aux corrections, il faut que le tuteur l'ait reçu mi-juillet, grosso modo. Juste entre les congrès et les vacances, de sorte qu'avant de partir en congé, il boucle tout ce qu'il y a à boucler pour l'année. Donc en gros, ça veut dire que la version finale doit être prête pour mi-juillet. Compte tenu de ça, il y a tout le reste du travail qu'il va falloir planifier. Et donc, on va reprendre d'après les chapitres qu'on a vus ensemble. Je vais vous les remettre. Alors, il faut que j'ouvre à nouveau mon bouquin. Hop. Donc, je vous remets ça sous les yeux, comme ça, je pense que ce sera encore plus facile. Tac, je vais agrandir ici pour que ce soit parfaitement visible pour tout le monde. Hop, hop, hop. Donc, le truc ici, comme je disais, c'est que on va partir de ce qu'on voit ici sur le plan quelque part. Donc la conclusion et la discussion, ça, comme c'est pas très long et comme le travail a déjà été fait, c'est à peu près l'affaire de 2 semaines en règle générale. Grosso modo, mi-juillet, c'est-à-dire depuis fin juin, vous vous y mettez. Il faut que fin juin, vous puissiez travailler, vous mettre à la discussion et à la conclusion pour que ce soit prêt pour mi-juillet, de sorte que le tout puisse être envoyé au tuteur. Et ça veut dire que il faut ensuite, donc une fois qu'on a ça, les observations empiriques ou les résultats. Donc ça, les résultats, ça va prendre un peu de temps. Les résultats, selon le type de méthodo employé, ce sera plus ou moins long. Lorsque vous êtes sur une méthodologie quantitative, ça peut être un peu plus court, ça peut être de l'ordre d'un bon mois, un mois et demi, allez, peut-être 2. Parce que, en gros, on est sur des tests statistiques et de l'interprétation statistique, tandis que lorsqu'on est sur une étude qualitative, là, il faut bien compter 3 mois, parce que il y a tout le travail de sélection des extraits de verbatim, de codage, sur lequel je reviendrai dans un prochain stream, qui nécessite beaucoup de temps.
Et donc, si on considère 3 mois, ça veut dire, comme je disais, il faut que fin juin ce soit fini, juin, mai, avril. Donc il faut en gros que début avril, on puisse se mettre à l'examen des résultats et à la rédaction du chapitre de résultats. Et donc il faut qu'on puisse y mettre début avril pour finir, il faut qu'on finisse au plus tard fin juin, et donc si ça prend 3 mois, ça veut dire qu'il faut qu'on puisse commencer début avril. Pour commencer début avril, il faut donc que la collecte des données soit faite. Donc là, j'arrive sur le chapitre 2, méthodologie. Bon, le chapitre 2, il est rapide à rédiger, donc ce sera sans doute l'affaire de 15 jours à peu près, peut-être moins. Moi, mon chapitre de thèse, je l'avais écrit en 6 jours, et mon directeur de thèse m'avait dit « c'est le meilleur truc que tu aies jamais écrit ». Et là, je me disais « ouais, fastoche, quand il s'agit de parler de moi, de ce que je fais, comment et pourquoi, ça, je sais faire sans difficulté ». Donc, ce chapitre, à peu près 2 semaines à rédiger, mais la collecte des données, là, c'est une autre paire de manches. Là, c'est un peu plus long. Donc, il faut bien compter sur la collecte, il faut bien compter 2-3 mois. Alors, qui se superpose en partie avec la rédaction des observations et des résultats empiriques. C'est pas complètement additionnel. Mais ça veut dire que lorsqu'on fait une étude quantitative, en gros par questionnaire, il faut qu'on attende d'avoir au moins 100 réponses exploitables. Et quand je dis au moins, c'est vraiment au moins, c'est-à-dire que 100, c'est le minimum. Si on veut avoir des choses qui conduisent à des conclusions qui tiennent la route, il faut plutôt envisager du 300-400 réponses exploitables. Auquel cas, on n'a pas la main sur le processus parce que c'est au bon vouloir des répondants. Et c'est ça qui peut prendre du temps, c'est ça qui peut être stressant. Si on fait une étude qualitative, là, il y aura forcément moins de données en termes de contenu, enfin de volume, pardon, de nombre d'observations, mais donc plus facile, peut-on croire, à planifier, mais là encore, on n'a pas la main, on n'est pas maître de l'emploi du temps de nos interlocuteurs, des personnes qu'on va rencontrer. Donc dans ce cas, là encore, 2 bons mois, c'est pas du luxe. Donc en gros, il faut que début avril, au plus tard, on puisse commencer à rédiger, à traiter les données empiriques et à rédiger les résultats. Donc il faut que au plus tard, début mars, même en février, même idéalement début février, on ait commencé la collecte des données. Ce qui veut dire, donc si on est sur début février, ça veut donc dire qu'il faut qu'on ait terminé la revue de littérature au plus tard, non pas fin janvier, mais mi-janvier, autour de la mi-janvier, autour du 20, grosso modo, pour avoir, et j'y reviendrai tout à l'heure, un temps de battement pour que le tuteur puisse lire et faire des retours. J'y reviendrai dans pas longtemps. Mais une fois qu'on a fait ça, donc on a la revue de littérature qui doit être prête pour en gros le 20 janvier. La revue de littérature, ça prendra à peu près 2 mois. C'est-à-dire, grosso modo, croyez-vous, si on compte bien, mi-novembre, fin 20 novembre, 20 janvier. Oui, sauf que sur cette période, on a 2 semaines mortes, les fêtes. Et pendant les fêtes de fin d'année, honnêtement, on ne va pas se leurrer, on ne va pas se mentir. La dernière des choses que vous ayez envie de faire, c'est de travailler sur le mémoire. Et ça se comprend. Donc,
Ça va pas être 20 novembre. Non, ça va plutôt être début novembre où il faut s'y mettre. Ce qui veut dire qu'avant ça, il y a encore 2 étapes super importantes. Celle avant de commencer la revue littérature début novembre, c'est celle qui consiste à trouver un tuteur. Et donc le tuteur, c'est pas de la tarte. Donc le tuteur, il faut souvent 1 mois pour trouver quelqu'un. Alors c'est pas systématique, c'est pas valable pour tout le monde, mais c'est pas rare qu'il faille 1 mois, donc en gros qu'il faille s'y mettre dès début octobre. Et pour pouvoir trouver un tuteur début octobre, je vous mets dans le mille. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Il vous faut un sujet et une problématique pour savoir qui contacter et quoi lui dire, quoi lui proposer, quoi lui demander, pour pouvoir être convaincant. Et ça, c'est ce qu'on a vu ensemble il y a quelques semaines, et ça peut prendre un petit peu de temps. Donc si on commence véritablement début septembre, ce qu'il faut, c'est dès le début commencer à s'interroger sur le sujet, la question de recherche, parce que ça va aller très vite. En gros, on aura 3 semaines à peu près pour pouvoir le faire, pour arriver à quelque chose. Donc ça, c'est l'organisation de l'année sur le mémoire. Et comme je disais, donc c'est important de partir de la fin parce qu'on voit, je trouve, beaucoup plus facilement finalement quelles sont les grandes étapes et pourquoi on se fixe tel type d'échéance. Et donc j'insiste vraiment là-dessus. Avant de passer aux interactions avec le superviseur, très souvent, moi ce que j'ai vu ces 20 dernières années, ce sont des étudiants, et même quand moi je faisais mon DEA, donc ça s'appelait DEA à l'époque, c'était un master aujourd'hui, j'avais beaucoup de copains de promo qui espéraient consacrer l'été à la rédaction du mémoire et en gros se disaient oui, j'aurai le temps. Voilà. C'était pour certains de la procrastination, pour d'autres une manière de gérer l'année et pour d'autres encore l'idée que le travail devait être parfait. Donc du perfectionnisme un peu inutile. Dit comme ça, c'est même pléonastique. Le perfectionnisme est forcément inutile, quelque part. Donc moi, je voyais trop souvent des étudiants qui se mettaient à la rédaction très tard. Or, et là, je me souviens d'un truc que me disait un de mes profs quand j'étais à l'ENS, quand j'étais à Normal Sup, il me disait, tu vois, la recherche, le mémoire, c'est l'inverse de la construction. Dans la construction, il est beaucoup plus facile de démolir et de reconstruire depuis zéro. Et il me disait, sur le mémoire et sur la thèse, c'est l'inverse. Il est beaucoup plus facile de bâtir sur de l'existant, d'améliorer l'existant. Et il m'avait dit à l'époque, commence à rédiger dès que tu peux, dès le premier jour. Ce que tu auras à la fin n'aura rien à voir avec ce que tu auras commencé à rédiger au début, mais tu partiras d'une base. Tu auras des choses et aucun risque du syndrome de la page blanche. Alors, moi, je n'ai pas de problème en la matière, mais je sais que beaucoup d'étudiants sont terrorisés. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre sur 80 pages ? C'est très long, je ne vais jamais savoir comment le remplir, etc. etc. Ils ne savent pas par où commencer. Enfin, bon, vous connaissez peut-être d'une manière ou d'une autre. Donc commencez à rédiger très tôt. Parce que, moi c'est ce que je dis aussi à mes étudiants, la pensée s'affine avec la réflexion, avec la rédaction, pardon. C'est-à-dire que rédiger permet de mettre
de mettre en forme la pensée et d'avoir la pensée en mouvement aussi. Hein. Et là, je crois qu'il y en a un parmi nous ce soir que ça doit faire sourire, la pensée en mouvement. Et s'il se reconnaît, s'il veut bien se signaler, qu'il n'hésite surtout pas à le faire. Et donc la pensée en mouvement, et surtout, au fur et à mesure qu'on rédige, on se rend compte aussi des idées qui sont importantes, qui vont devenir centrales dans le travail, celles qu'on croyait être importantes et qui finalement sont accessoires ou périphériques, mais on se rend compte aussi qu'on pouvait avoir une idée qu'on pensait géniale et qui soit ne l'est pas, elle est banale, soit est impossible à formuler, ce qui veut dire qu'elle n'était pas claire et pas géniale. Mais ça, on ne s'en rend pas compte jusqu'au moment où on essaye d'écrire. Et si on attend la fin du processus, si on attend l'été, il y a beaucoup de risques finalement d'avoir du mal, de peiner. Donc moi je dis toujours à mes étudiants de s'y mettre le plus tôt possible. Et ce que je leur dis aussi, c'est que s'ils n'ont pas le temps de faire complètement un travail de relecture complet, au moins ils auront quelque chose qui ne sera pas parfait, mais ils auront un truc. Tandis que lorsqu'on fait une rédaction d'une traite en fin de parcours, ben là on n'a absolument pas le temps de procéder au travail de relecture, de réécriture. Et ça devient véritablement gênant, en fait. Parce que, paradoxalement, c'est là qu'on est susceptible d'avoir des incohérences sur le fond, sur la forme, une langue pas toujours adaptée, des erreurs de grammaire, de syntaxe, et j'en passe, et des meilleures. Et donc, moi, j'ai la chance d'avoir des étudiants qui, là, ces dernières années, jusqu'à 2023, quand j'ai quitté Grenoble, qui rédigeaient régulièrement. Alors, il y avait des moments où ils me disaient, bon là, pour le mois qui vient, je ne vais pas pouvoir rédiger, parce que j'ai des examens, j'ai plein de choses. J'ai dit, très bien. Mais au moins, ils s'y mettaient très tôt. Ça, c'est vraiment un conseil très très important que je donne systématiquement à tous mes étudiants et que je vous donne aussi à vous. Ensuite, ça c'était sur l'importance de se mettre à la rédaction assez tôt. Là-dessus, moi j'ai aussi un truc pour lutter contre le syndrome de la page blanche, que j'ai pas complètement, mais quelque chose qui me motive toujours à écrire, c'est d'avoir déjà quelque chose. Alors, la question qu'on peut me poser, c'est oui, mais comment est-ce qu'on peut avoir déjà quelque chose quand c'est la première fois ? Bonne question. Moi, ce que je fais, c'est que je pars toujours d'un truc que j'ai déjà écrit ailleurs, même sur un autre sujet, c'est pas grave. Et en fait, je le réécris. Mais quand je commence, j'ai déjà peut-être une dizaine de pages qui sont rédigées sur autre chose, peut-être. Mais je pars pas, j'ai pas l'impression de partir de rien. Et ça, c'est motivant. Enfin, pour moi en tout cas. Donc ça, c'est un tuyau que je vous donne. Vous en faites ce que vous voulez, bien entendu. Et puis, donc ensuite, la relation avec le superviseur, avec le tuteur, les interactions, quelques éléments très 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 importants. Alors, donc on a les 3 types de tuteurs, de superviseurs que j'ai évoqués à plusieurs reprises. On a donc le distant, qui estime que l'étudiant doit être suffisamment bon pour se superviser tout seul. Le directif, qui vous dit quoi faire, quand, comment, et un peu sur votre dos. Et le disponible, qui cherche surtout à s'assurer
qu'il comprend bien ce que vous avez envie de faire et vous accompagne dans ce que vous avez envie de faire et se tient à votre service. Donc, quel que soit le style de tuteur, il y a quelques échéances incontournables sur lesquelles vous aurez besoin de son retour. Et ces échéances sont d'abord la revue de littérature. Donc, si vous vous souvenez, je vous disais autour du 20 janvier, pour remettre la revue de littérature. Pourquoi 20 janvier et pas fin janvier, sachant qu'on commencera la méthodo début février? Pour une raison toute simple, c'est que dans le planning que je vous ai indiqué, il faut aussi intégrer le planning du tuteur. C'est-à-dire que le tuteur aura son mot à dire, ou en tout cas aura quelque chose de très, des retours utiles, nécessaires, à au moins 4 moments. Le premier moment, ça va être après la revue de littérature, de sorte qu'on voit si vous partez dans la bonne direction ou pas, c'est-à-dire que si le tuteur se rend compte que vous êtes complètement à côté de la plaque en termes de lecture, que vous n'êtes pas sur des lectures scientifiques, et là je vous donnerai un exemple dans un instant, ou que les lectures que vous faites sont des références douteuses ou pas forcément faisant autorité, il faut corriger le tir. Et donc moi je me souviens quand je faisais mon BEA, on avait un gars dans la promo qui à un moment, et ça devait être après quelques mois, avait montré comme revue de littérature des articles qu'il avait lus dans des magazines. Et donc c'était ça sa revue de littérature. Le prof aurait pu faire une crise cardiaque. Je crois qu'il avait le cœur solide, ou il avait dû en voir d'autres. Donc il a survécu. Mais donc le copain en question a dû reprendre complètement sa revue de littérature, alors qu'il pensait avoir bien fait. De la même manière, j'avais vu à Grenoble un étudiant, et donc ceux qui connaissent l'histoire souriront déjà, qui avait un poste à très haute responsabilité dans son pays et qui avait mis comme revue de littérature tous les discours qu'il avait tenus en public. Tout ce qu'il avait pu transmettre à la presse nationale. Non, c'est pas une revue de littérature. Donc quand sa directrice de thèse est tombée là-dessus, elle a eu une crise cardiaque pour le coup, se disant mais non, c'est pas possible, c'est pas une revue de littérature, il faut reprendre. Donc tout ça pour dire que pour pouvoir avoir une revue de littérature qui tienne la route, il faut avoir un retour du tuteur, et le retour du tuteur, il faut compter, tout le monde n'est pas rapide. Donc moi, mes étudiants le savent, je réponds entre 1 et 24 heures, alors, les 48 on va dire, mais beaucoup mettent entre 1, 2, 3 semaines parfois, mais on va dire 2 en moyenne. Donc en soumettant autour du 20 janvier la revue de littérature, on peut espérer avoir quelque chose début février, un retour. S'il faut reprendre la revue de littérature, forcément, ça va non pas reporter le tout d'autant, et ça j'y reviendrai plus tard, mais ça va bouleverser, chambouler l'organisation du travail pour le reste de l'année. À un moment donné, on se retrouvera à faire des choses en parallèle, ce qui est jamais idéal, mais enfin, faute de mieux, il faut qu'on s'adapte. Le deuxième moment important, c'est finalement un mi-parcours, c'est-à-dire après 6 mois dans le programme, donc en gros fin mars, donc le programme commence début septembre, grosso modo, fin mars, où on en est. Donc fin mars, si vous vous souvenez où on doit en être, on doit avoir la revue de littérature, on doit avoir la méthodo, et on doit avoir
commencer significativement à collecter les données. Enfin, significativement. On doit avoir commencé à collecter les données et donc on doit être en mesure de soumettre au tuteur la revue littérature corrigée, le chapitre méthodologie validé, ainsi que un premier état des lieux de ce que dit le matériau empirique. Et là, donc, oui, le tuteur, il faut lui laisser, pareil, 2 semaines pour réagir. Sachant que s'il y a des choses à reprendre, eh bien, ce sera fait sur le mois d'avril. Avec une chose importante qui est que il ne faut pas trop traîner, parce que pour la collecte des données, le mois de mai étant un mois à trous, avec beaucoup de jours fériés, beaucoup de ponts, placer des rendez-vous pour des entretiens ou bien mobiliser des répondants pour un questionnaire s'avère particulièrement périlleux. Donc, s'assurer qu'on laisse le temps au tuteur de réagir, c'est toujours mieux. Troisième temps, comme je disais tout à l'heure, le troisième temps, c'est celui de l'été. Donc en gros, mi-juillet, grosso modo, guère plus tard, de sorte que le tuteur puisse prendre connaissance du produit fini et faire un retour, de sorte que vous puissiez ensuite, dans de bonnes conditions, le reprendre, le corriger, l'améliorer en vue d'une soumission prochaine. Enfin, soumission début septembre. Donc là, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut absolument intégrer le fait de choses. D'abord, le fait que le tuteur, il lui faudra du temps, il faudra peut-être 2 semaines pour lire votre travail et vous faire un retour. Et la deuxième chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le retour du tuteur ne sera pas forcément positif, ne sera pas forcément élogieux. Il peut tout à fait recommander des changements majeurs. Et si c'est le cas, il faut le faire. Il faut procéder à ces changements. Et en procédant à ces changements, forcément, on est amené à chambouler le planning qu'on s'était fixé. Donc moi, voici ce que je voulais aborder avec vous ce soir sur le plan du mémoire et sur l'organisation du temps. C'est sur l'organisation du temps. Donc là, j'ai dit l'essentiel de ce qui me semblait important. Évidemment, s'il y a des questions, s'il y a des remarques, comme d'habitude, comme d'hab, j'aurais bien aimé qu'elles émergent au fur et à mesure. Donc là, comme il manque certains de mes abonnés qui interagissent beaucoup. Là, forcément, j'étais en mode monologue et forcément le temps de latence que j'avais prévu pour qu'on puisse discuter reste presque vacant ou en partie inoccupé. Mais je voudrais revenir du coup sur une chose qui est ressortie des échanges que j'ai pu avoir aujourd'hui même sur ce mémoire. Donc sur le mémoire, je vous disais déjà les semaines passées que c'est un exercice finalement qui rend tout le monde mécontent. Les étudiants, parce que les tuteurs sont insuffisamment réactifs à leurs yeux, parce que l'évaluation est quand même relativement disparate d'un tuteur à l'autre, d'un étudiant à l'autre, parce que c'est un exercice lourd dont ils ne comprennent pas aujourd'hui l'intérêt, et ça fait des mécontents côté prof parce que beaucoup se désintéressent du mémoire.
donc ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est paradoxal, mais beaucoup se désintéressent du mémoire en ceci que c'est pas un exercice qu'ils trouvent particulièrement intéressant. Souvent, ils se plaignent du fait que le mémoire n'est pas de bonne qualité, donc ils ont l'impression de perdre leur temps, de ne pas avoir un véritable retour sur investissement académique, surtout que pour la plupart des mémoires, on ne dérive pas de publication. Alors, je dis pour la plupart, moi j'ai 2 contre-exemples, mais toujours les contre-exemples qui viennent confirmer la règle, on est bien d'accord. Je ne suis pas en train de vous dire que la règle ne tient pas. Non, non. Moi j'ai deux exemples qui viennent confirmer la règle du non-retour académique du mémoire. Il s'agit de 2 étudiants à moi. L'un faisait un MBA, c'était il y a une dizaine d'années, et je me souviens très très bien, c'était sur le coût de l'accountability, c'est-à-dire qu'est-ce que ça coûte à une organisation à but non lucratif d'être accountable, c'est-à-dire en gros d'avoir à rendre compte de l'usage qu'il fait des fonds collectés auprès du public. Et il s'était intéressé au musée, et on avait dérivé de son mémoire un chapitre d'un ouvrage qui était un ouvrage collectif sur la performance et le pilotage des organisations à but non lucratif. Donc son mémoire avait donné lieu à une publication. Et c'était d'autant plus intéressant pour lui qu'il a, après ça, pris un poste chargé de levée de fonds dans une université à Melbourne. Et là, ce qui était très intéressant pour lui, ou ce qui a été très utile pour la prise de poste, c'est que comme il avait déjà publié quelque chose, il montrait patte blanche, montrait qu'il comprenait ce que c'était que la recherche, même si lui-même n'était pas chercheur. Donc ça, c'était bien. Et l'autre exception qui confirme la règle, l'autre exception qui vient confirmer la règle, c'était une étudiante qui un jour m'a contacté pour un entretien sur son sujet de mémoire. Et puis en discutant, il est ressorti que finalement son tuteur n'était pas spécialement présent, lui donnait des conseils qui n'étaient pas forcément très pertinents. Et avec l'autorisation de son école, je l'ai reprise en main. Et on a publié ensemble, on a dérivé de son mémoire un article qui est sorti en 2023, il me semble, dans une revue francophone. Et donc l'étudiante, ancienne étudiante, maintenant a un poste à responsabilité dans un grand cabinet d'audit au Luxembourg. Et le fait d'avoir une publication tirée de son mémoire lui confère une certaine légitimité. Alors, on ne va pas se mentir, c'est pas un truc qui va changer sa vie, mais elle l'a à son actif. Donc elle est contente. Moi j'étais très content aussi pour les 2 étudiants, et donc ça c'est toujours très chouette. Mais effectivement les tuteurs s'inscrivent assez peu dans cette démarche, moyennant quoi effectivement le mémoire n'est pas un centre d'intérêt majeur pour eux, si bien que au bout du compte, quand ils sont impliqués, souvent c'est à reculons qu'ils y vont. Donc le mémoire est tout sauf une priorité. Leurs étudiants de mémoire pourront bien attendre. Et vous voyez, c'est aussi en ça qu'il y a une insatisfaction côté étudiant. Et puis il y a une insatisfaction côté directeur de programme, qui est la conséquence de tout ça. C'est-à-dire qu'ils sont le tampon entre les étudiants mécontents et les tuteurs mécontents. Et ils sont également confrontés au stress de devoir trouver des tuteurs, de devoir trouver des évaluateurs, ce qui devient de plus en plus difficile. Et puis à la fin, comme je vous disais la dernière fois, les directions générales d'école sont aussi insatisfaites parce que cet exercice est très coûteux.
Comme je vous disais, je discutais avec l'un il y a 10 jours qui me disait je fais mes comptes, mais là, le mémoire, moi, il me coûte 1 million d'euros à évaluer, ce qui est quand même pas négligeable. Et il me disait, moi, je dois faire des économies. Donc, on est effectivement sur un exercice qui est gênant, quelque part, problématique, dont on se demande s'il a toujours une raison d'être. Moi, je suis convaincu que oui. Mais ce matin, je discutais avec quelqu'un, donc comme je vous disais tout à l'heure, qui s'interroge véritablement. Est-ce que le mémoire de fin d'études est vraiment un exercice utile aujourd'hui dans toutes les formations? La question reste ouverte. Moi, je lui disais, je pense que oui, parce que c'est la seule exposition qu'ont les étudiants à la recherche, et si aucun étudiant n'est exposé à la recherche, il y a peu de chances qu'ensuite certains fassent un doctorat et qu'on arrive ensuite, à l'avenir, à avoir des enseignants-chercheurs. Or, aujourd'hui, notamment avec l'IA, les avancées de l'IA, on a besoin de chercheurs. De plus en plus, ça peut paraître paradoxal dans le mesure où l'IA semble pouvoir tout faire. Oui, mais elle peut tout faire parce qu'il y a des chercheurs qui le rendent possible. Donc ce serait assécher à terme le vivier des futurs chercheurs. Et ça me paraît hasardeux. Mais elle me disait, oui, vous avez raison. Maintenant, combien d'étudiants font une thèse? Alors c'est vrai que le chiffre est très bas. Et elle me dit, mais donc l'enjeu est peut-être pas là. Ça veut dire que le mémoire en lui-même est peut-être un exercice à repenser, à remplacer par autre chose. On ne sait pas par quoi, on ne sait pas comment, mais peut-être bien. Et c'est en grande partie, vous voyez, ce qui en fait un sujet chaud aujourd'hui. Il génère beaucoup d'insatisfaction, c'est un totem à la fois. Donc c'est un totem, on n'y touche pas, c'est un rite de passage, mais il génère beaucoup d'insatisfaction. Certains veulent sa mort, d'autres, la plupart, certainement pas. On propose des solutions, mais elles ne satisfont pas les principaux concernés. Donc en gros, on risque de tourner en rond pendant un moment autour de ce sujet chaud. Et c'est ce qui fait que je pense que ces streams sont utiles parce que dans un contexte où le mémoire existe, dans un contexte où il suscite beaucoup de scepticisme de part et d'autre, bien finalement avoir un lieu où on peut échanger comme ici là-dessus, ça me paraît pas idiot. Et je vais finir sur une autre petite chose. Donc j'ai évoqué en introduction le fait que demain je passe mon oral de certification pour le marketing digital sur les réseaux sociaux. Donc j'ai depuis quelques mois un compte TikTok et un compte Instagram sur lesquels je poste tous les jours une vidéo de moins d'1 minute sur une dimension particulière du mémoire. Et là où je pense vraiment que le mémoire continue d'avoir un intérêt, c'est que chaque jour, j'ai de nouveaux abonnés. Alors, je ne suis pas sur un nombre délirant, on ne va pas se mentir, je ne suis pas sur des milliers, des centaines de milliers, non, j'ai sur TikTok un petit peu plus de 250 abonnés, qui sont des personnes qui ne me connaissaient pas, qui m'ont découvert sur TikTok, et en gros, tous les jours, j'en ai entre 1 et 4 nouveaux. Ce qui veut dire qu'il y a un intérêt pour la chose. Et sur Instagram, j'ai une vidéo qui a fait, alors c'est pas énorme dans l'absolu, mais compte tenu du thème, ça me paraît significatif, qui a fait presque 2000 vues. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un intérêt.
Et après cette vidéo, donc cette vidéo qui a fait 2000 vues, je crois, m'a amené une dizaine d'abonnés. Alors sur Instagram, j'en ai pas beaucoup, hein. Je dois être à 75 ou quelque chose comme ça au total, ce qui est très très faible. Mais sur les 75, j'en ai 5, moi je crois 5 ou 10 qui sont arrivés en même temps, après avoir vu cette vidéo qui a fait un carton sur le mémoire. Donc tout ça me convainc que cet exercice si singulier, cet exercice si frustrant pour tout le monde, a encore un avenir. Alors combien de temps, j'en sais rien, mais je ne pense pas qu'il soit mort pour le moment. Voici ce que je pouvais partager avec vous pour ce soir. Je vous souhaite donc une bonne soirée et j'espère vous retrouver la semaine prochaine. Sinon, je vous dis à très bientôt d'une manière ou d'une autre. N'hésitez surtout pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, sur TikTok ou sur Instagram, pour voir ces capsules de moins d'une minute sur les différentes dimensions du mémoire. Donc à très bientôt. Au revoir les amis.